conférence dédiée à l'actualité électorale en cours dans notre pays. Comme vous le savez tous, la Commission électorale nationale autonome a proclamé mardi dernier les résultats provisoires, ce que nous appelons les tendances, conformément aux dispositions du Code électoral en vigueur dans notre pays. En attendant la confirmation de ces résultats, confirmation que nous appelons évidemment de nos vœux, par la Cour constitutionnelle, le gouvernement qui a joué sa partition en temps et en heure, en ayant pris toutes les dispositions financières et sécuritaires pour assurer le bon fonctionnement du processus électoral, se doit, à ce stade, d'apprécier la tenue du scrutin, de répondre et de partager avec vous un certain nombre d'événements malheureux qui ont jalonné le processus électoral qui a connu un atterrissage heureux, heureusement. Je dois tout d'abord, au nom du gouvernement, remercier et féliciter le peuple béninois dans son ensemble. Ce peuple qui a montré une fois de plus son attachement à la démocratie et à la paix. Ce peuple qui a définitivement démontré son ancrage pour la démocratie en cours dans notre pays depuis de nombreuses années en allant voter le dimanche 11 avril 2021 en dépit des menaces, des intimidations, des agressions, des manœuvres, des tentatives de déstabilisation et de sabotage de ce processus en créant par tous les moyens la peur et la psychose dans l'esprit des électeurs. Ils n'ont pas triomphé, heureusement, parce que le peuple est sorti pour voter dans le calme, dans la paix, dans la quiétude. Même dans les quelques petits foyers de tension, les électeurs ont bien voulu aller exprimer leur suffrage, si ce n'est que les mercenaires ont rendu la chose impossible et le gouvernement n'a pas voulu prendre le risque d'un affrontement qui aurait causé beaucoup plus de dommages que nous en connaissons aujourd'hui. C'est vraiment le lieu de remercier ce peuple, de le féliciter. Comme vous le savez, la Sénat, dans les résultats et les grandes tendances proclamées, a retenu un taux de participation de 50,17%. Ce taux traduit ce que nous venons de dire, l'enracinement de la démocratie dans l'esprit et le cœur des Béninois. Ce taux est satisfaisant, plus que satisfaisant, quand nous savons toutes les manœuvres qui ont été engagées par ceux qui ont menacé et dit que cette élection ne se déroulera jamais sans eux et qui ont mis tous les moyens en œuvre pour empêcher les Béninois d'aller accomplir leurs devoirs citoyens, leurs devoirs civiques. Ce taux est plus que satisfaisant lorsque nous savons que, d'une manière générale, l'engouement des peuples, pas que le peuple béninois, pour l'activité politique s'émousse. Cela s'est constaté dans tous les pays qui ont organisé des élections. Ce taux est plus que satisfaisant lorsque nous savons que nous sommes dans un contexte de pandémie, où il y a quand même quelques frayeurs, et cette observation se fait dans les autres pays également. Enfin, ce taux est exceptionnellement satisfaisant lorsque nous savons que l'argent n'a pas circulé, que nous avons une longue tradition d'achat des consciences, ce que nous appelons le porte-à-porte, qui, la veille de chaque élection, conduit un certain nombre d'acteurs à les motiver par des espèces sonnantes et trébuchantes. Pour la première fois dans notre pays, il n'y a pas eu, en tout cas officiellement de porte-à-porte, aucune disposition n'a été prise par les candidats que nous avons soutenus pour qu'il y ait ce porte-à-porte. Si les Béninois sortent, si les électeurs sont sortis avec un taux constaté et non contestable de 50,17%,
avec tous ces facteurs, toutes ces circonstances, nous pouvons véritablement dire merci et bravo au peuple béninois qui a marqué son adhésion au processus démocratique en cours dans notre pays, qui a marqué son adhésion à la gouvernance des candidats, du duo de candidats, proclamés provisoirement vainqueurs de cette élection avec un score presque soviétique, j'allais dire, mais dans un pays pacifique et mûr. Ce peuple est sorti, je vous ai dit, en dépit des menaces avérées qui ont été contenues avec professionnalisme par nos forces de sécurité et de défense. Et c'est évidemment le lieu de rendre hommage à nos forces de sécurité et de défense qui, le président de la République l'a rappelé, ont agi avec beaucoup de hauteur, beaucoup de recul, beaucoup de professionnalisme pour éviter, tant qu'elles le pouvaient, d'aller loin dans la dissuasion, d'aller loin dans le recul de ceux qui ont envahi notre territoire, de ceux qui ont pris les armes contre nos électeurs, contre nos forces de défense et de sécurité. Un hommage appuyé leur est rendu et vous avez également pu constater la visite effectuée par le président de la République à l'hôpital d'instruction des armées où nous avons nos compatriotes qui ont défendu la République, qui n'ont pas laissé tomber la République, qui ont essuyé des tirs et nous dénombrons une vingtaine de blessés que la République s'engage à soigner, à guérir et à remettre sur pied le plus rapidement possible. Cela démontre que nos forces de défense républicaines n'ont pas laissé tomber la République comme on le leur a demandé, n'ont pas abandonné la République face aux vils desseins de politiciens nostalgiques de leur passé peu glorieux, 10 ans pour certains et plus pour d'autres, qui manifestement sont jaloux des succès engrangés par le peuple béninois sous l'impulsion et la gouvernance de Patrice Talon, qui a réalisé en 5 ans ce qu'ils n'ont pas pu faire en 10 ans ou plus. Parce que nous savons, ils le savent aussi, que leur bilan n'est que gâchis et gabegie, sans aucune culture démocratique, puisqu'ils ont refusé la voie des urnes pour s'emparer de la voie des armes. Ils ont échoué, fort heureusement, et ils échoueront toujours. C'est enfin l'occasion de vous dire, parce que depuis la validation des candidatures, des duos de candidatures, par la Sénat, en passant par l'office de la Cour constitutionnelle qui a entériné ses choix par la campagne, vous-même, que ce soit vous, hommes de médias du Bénin ou ailleurs, puisque nous avons reçu la visite de prestigieux confrères à vous, qui ont couvert, qui ont suivi, qui ont pu aller sur les théâtres de guerre et qui ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas vu la résistance opposée par des soi-disant résistances et démocrates, ils ont bien vu ce qui a été ourdi et fomenté contre notre peuple et les crimes qui ont été commis. Nous allons en débattre, mais je voudrais, à la suite du président de la République, vous confirmer qu'aucun crime ne restera impuni. Chaque commanditaire, caché, visible, chaque exécutant répondront de leur forfait, de leur agression de notre peuple, de sa démocratie, des édifices publics et privés. Chacun de ces instigateurs répondra devant la justice de notre pays. C'est sur ces propos liminaires que je voudrais ouvrir une discussion sans tabou, comme d'habitude, avec vous, et répondre à toutes les préoccupations que nous avons entendues pendant la campagne électorale, à toutes les accusations, les soupçons légitimes et auxquels nous ne pouvions pas répondre parce que nous étions au charbon, comme l'on dit, et qu'il fallait assurer ce processus démocratique qui a connu un atterrissage fort heureux. Donc, mesdames et messieurs, je suis à votre disposition pour aborder tous les pans. Le garde des Sceaux s'est exprimé sur la question. Je ne veux pas passer et repasser là-dessus, mais je peux vous dire qu'ils ne seront pas poursuivis uniquement pour les infractions au code électoral.
parce que ce qu'ils ont fait est allé plus loin. C'est carrément une manœuvre de déstabilisation d'un processus. Et je rejoins mon garde des Sceaux en confirmant que le soin sera laissé au parquet de poursuivre sous les qualifications les plus adéquates, les plus pertinentes. Mais ce que moi, je suis en droit et en devoir de vous dire, ça ne sera pas impuni. Ça ne peut pas être impuni, parce que ce serait un très mauvais signal. Vous avez parlé d'un bulletin unique pour tous les pays d'Europe. Je crois que notre gouvernement, qui n'est pas dans la démagogie ni dans le populisme, est celui qui se préoccupe le plus de mettre nos compatriotes de la diaspora de l'étranger en mesure d'accomplir leurs devoirs et que leur bulletin soit pris en compte le plus rapidement possible. Mais vous imaginez bien la difficulté. Vous avez vu le nombre d'inscrits par pays, les difficultés de déplacement liées à la pandémie dans ces pays d'Europe. Nous ne pouvons pas imprimer un bulletin pour chaque pays. Il y a des bulletins qui sont imprimés pour les compatriotes de la diaspora. Et ce faisant, on ne biaise pas le processus. Ce qui compte, c'est qu'ils aient pu aller voter et que leur bulletin soit pris en compte, ce qui s'est fait aux 2 élections précédentes et ce qui s'est fait avec plus de perfection à l'occasion de cette élection. Et je crois que c'est dans le même état d'esprit que le groupe que vous avez évoqué, qui ne peut être dans le racolage, parce que si on va se dire la vérité, quand des gens ont dit qu'ils ont été exclus et qu'ils appellent leurs partisans, heureusement ils ne sont pas nombreux, à ne pas aller voter, que le peuple du Bénin sort, il sort pour ses candidats. Ils sont sortis pour Patrice Talon et Mme Talata. Ils sont sortis pour Corentin Koué et Irénée Agossa. Ils sont sortis pour Soumanou et Roumpin. Ceux qui ont massivement porté leur suffrage sur le duo Talon-Talata, c'est des convertis, c'est des convaincus. Donc ce n'est pas des commodités de transport qui pourraient avoir une influence sur leur opinion. Donc je voudrais rassurer Nicanor sur le fait que c'est une infraction que je pourrais qualifier de mineure, une atteinte que je pourrais qualifier de mineure, mais ce que je voudrais qu'on retienne, c'est le gouvernement qui a entièrement financé cette élection. Ça, c'est des choses qui sont importantes. Parce qu'il faut-il que je vous rappelle que pendant de nombreuses années, même déjà sous le général Kérékou, tenir un scrutin relevait de la spéculation. À une semaine, on ne sait pas, on dit il n'y a pas de moyens, on attend que ce soit les ambassades des États-Unis qui financent. Quand ils ne finançaient pas, le scrutin était aléatoire. Il y en a d'autres qui ont régné pendant 10 ans, qui attendent toujours ce qu'on appelle les bailleurs de fonds, devenus des partenaires techniques et financiers qui doivent aussi intervenir. Mais pour la première fois, le Bénin a financé son élection présidentielle sur nos finances. C'est inédit. C'est des choses comme ça qui devraient être retenues. Et c'est ça le contenu qu'on donne à la souveraineté. On ne dit pas souveraineté uniquement pour échapper au diktat de ceux à qui on a donné de mauvaises habitudes. On finance soi-même son élection qui est un acte de souveraineté. Un acte de souveraineté, j'en profite pour enchaîner sur les questions de M. Bamoin. Je crois bien que c'est lui qui nous met à l'abri des recommandations des uns et des autres. Nous ne sommes pas un État sous tutelle. Nous ne donnons aucune leçon à qui que ce soit, même pas à notre voisin. Nous ne donnons pas de leçon au Togo. Nous ne donnons pas de leçon de démocratie au Togo. Nous ne donnons pas de leçon de démocratie au Nigeria. Nous n'en donnons pas à la France, aux États-Unis.
je crois que cette posture devrait inviter chacun de ces États à observer la même neutralité que nous. Et cela commence par le fait de financer soi-même son élection. Alors, les recommandations et les conseils des amis, c'est très bien, on est ouvert, mais nous prenons nos décisions nous-mêmes. Comme diraient certains chanteurs ivoiriens, on aime bien les étrangers, mais on se préfère, c'est ça, nous. C'est aussi ça la souveraineté. Vous avez parlé, toujours Ange Banouin, de la compassion du gouvernement aux civils et aux manifestants. Je crois quand même qu'on a évolué. Il n'y a pas eu de manifestants. Il y a eu des agresseurs, des assaillants. Il faut qu'on soit clair sur le vocabulaire. Appelons un chat un chat. Un manifestant, pour moi, c'est quelqu'un qui demande l'autorisation de manifester, qu'on accorde systématiquement d'ailleurs, et qui vient dans la rue pour dire « je ne suis pas content, je ne suis pas d'accord ». Vous pouvez prendre une pancarte et venir devant la présidente et dire « Patrice Talon, je ne t'aime pas ». On va vous filmer, vous repartirez. S'il a un peu de temps, il va descendre, il dit « mais pourquoi tu ne m'aimes pas ?» Puis ça s'arrête là. Nous avons toléré des manifestations illégales. Mais quand c'est des résistants chasseurs qui sortent avec les armes, ce n'est pas des manifestants. Quand c'est des gens qui brûlent, mais faut-il répéter les choses, ce n'est pas des manifestants. Et ça me donne l'occasion de rappeler des choses qui ont déjà été dites. Les foyers de tension, c'est toujours dans la même région. Moi, je n'ai pas peur. Ça se passe à Tchaourou. J'ai eu l'occasion de dire aux habitants, aux populations de Tchaourou, que leur terre bénie a donné à notre pays un président pendant 10 ans. Nous qui sommes d'autres ethnies, nous ne nous en sommes jamais plaints. C'est à Tchaourou de donner l'exemple. Parce que eux, ils ont eu le privilège qu'un de leurs fils ait été président de notre pays pendant 10 ans. Ce n'est pas donné à tout le monde. Quand est-ce que les habitants, les populations des 77 communes auront un jour un président à la tête de notre pays? Donc c'est à eux d'être exemplaires et de comprendre les difficultés de la tâche et d'accepter que, après 10 ans, leur fils ne puisse plus être président. Mais ce n'est pas la faute à ces populations. Il en est de même. En oubliant que, bon, la gouvernance, ça va, ça vient. C'est aussi ça la démocratie. C'est l'alternance. Un jour tu montes, un jour tu descends. Je n'arrive pas à me relire pour la troisième question. C'est une question de Cédric qui demande si on est fier du communiqué. Voilà. Parce que si on est fier du communiqué de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, nous faisons ce que nous avons à faire. Et nous ne pouvons pas empêcher les uns et les autres, nos amis, nos partenaires, de porter une appréciation sur notre processus électoral. Vous savez, on est dans un cadre où il y a un patron, il s'appelle ministre des Affaires étrangères. Il aura certainement un langage plus châtié que le mien. Mais je crois que le gouvernement de mon pays s'est contenté d'adresser ses félicitations au président élu aux États-Unis. Nous n'avons pas fait de commentaires sur le processus électoral qui a permis l'élection de ce président. Cela étant, je note qu'on nous adresse une exhortation que nous partageons. Nous voulons, comme tous les pays du monde où on organise des élections, j'ai dit tous les pays parce qu'il y en a beaucoup dans lesquels on n'organise pas d'élections, sans qu'il y ait Emilien David, non, je plaisante. Mais pour qu'il y ait une inclusion, pour qu'il y ait une participation plus grande des citoyens, des électeurs, nous voulons aller à un taux quasi de 100%. Et c'est le pari pris par le président candidat, président élu, provisoirement, de réconcilier les Béninois, les électeurs, les citoyens, avec les acteurs politiques. C'est un credo pour nous.
Parce que pendant très longtemps, la politique a été le champ de la mystification et du vol. Et ça fait partie des réformes. Nous voulons que chaque citoyen soit impliqué, comprenne ce qui se passe, d'où la nécessité de communiquer, d'instruire. Nous voulons que nos compatriotes comprennent que c'est eux qui détiennent, je vais dire, l'âme pacifique de dévolution du pouvoir, le bulletin, qu'il ne faut pas gaspiller. Donc, lorsque nous recevons des conseils pour qu'il y ait une plus grande participation des électeurs, c'est conforme à notre vision et sur ce plan, je ne peux que saluer ce geste très amical d'une démocratie de vieille tradition par rapport à notre démocratie naissante. Vous avez vu, moi je vais éviter de déborder, dans tous les pays du monde. Les gens ont manifesté dans un pays où on les a appelés gilets jaunes, vous avez vu ce qui s'est passé. Quand on est dans une république, dans un état de droit, on ne fait pas n'importe quoi. Pour les manifester, on vous a indiqué. Nous ne sommes pas d'accord. L'occasion de dire je ne suis pas d'accord, c'est celle-là qui a été offerte le dimanche 11 avril, où il était loisible aux électeurs et aux partisans de cette figure politique d'aller dans l'une pour dire moi je vote contre Patrice Talon et son équipe. Mais pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas suivis. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas d'ordre. Le vrai débat, il est là. Prolongation de mandat, machin, gros français. Allez voter. C'est comme ça qu'on proteste, me semble-t-il. On n'a pas dit que tout le monde doit aller mettre le cachet Talon Salata. S'ils étaient sûrs d'avoir de bons partisans, il suffisait de donner la bonne consigne en disant allez voter contre. Et en ce moment, on décompte les bulletins et on verra que Patrice Talon sont en minorité. Donc, vous-même, vous voyez que nos amis d'en face ne démontrent pas leur capacité à gouverner. Bien que le président de la République soit soutenu par le plus grand parti, il a mis son mandat en cause et on a travaillé pour avoir l'adhésion des délits. On sait que la thérapie a été dure parce qu'on a rompu avec des habitudes de jouissance pour construire d'abord. Il y a une offre politique. Vous avez vu, ceux dont on parle, ont-ils jamais fait une offre pour dire comment ils vont donner à manger aux Béninois, créer des emplois, mettre de l'eau dans les robinets, amener de l'électricité? Non. Pour la plupart, ils ont appartenu à un régime qui a gaspillé 40 milliards dans une centrale qui n'a jamais fonctionné, qui a participé au pillage et au détournement de ce pays, qui l'a arriéré. Et donc, ils sont là pour dire qu'il y a retour et qu'ils vont restaurer la démocratie et restaurer la confiance. Dans un pays, le président qui est au fond et au moulin dit qu'on ne va pas se contenter de parler, c'est restaurer la confiance et la démocratie pour nourrir les Béninois. Soyons sérieux, soyons vraiment sérieux et parlons la route à ces imposteurs. Je puis vous confier que n'eût été le sens de l'anticipation et de la réactivité que nous aurions du gouvernement et de son chef et des forces de défense et de sécurité que nous n'aurions pas pu faire ces élections. Et que peut-être que ces oiseaux de mauvais augure qui parlaient de guerre civile, ils se sont armés pour une guerre. Avec tout ce qu'il faut de traitement médiatique. Vous avez vu la manière dont ces informations ont été traitées à l'international. Donc, ils se sont préparés avec les moyens volés à déstabiliser véritablement. Mais l'anticipation dont vous parlez, compte tenu des précédents, n'est-ce pas? Mais il y a eu des missions, il y a eu des échanges. On a parlé à nos compatriotes. L'argent a été plus fort, le terrorisme a été plus fort. Vous pouvez comprendre que quand on envoie quelqu'un dans un bureau de vote, que les voisins lui mettent la pression, les gars sortent des armes, ils menacent leur famille. Donc, il faut se mettre à la vie.
Nous pensions que nos compatriotes seraient raisonnables. Mais ils sont en train de démontrer qu'ils ne reposeront devant nous. Et c'est pour cela que la République sera également ferme dans le traitement de ces dommages, de ces infractions qui sont en train de perpétrer. Et vous avez vous-même dit que le premier d'entre nous tous, le chef de l'État, dans sa tournée de reddition, a demandé pardon. N'est-ce pas suffisant pour que des esprits honnêtes et bienveillants comprennent qu'on doit reculer pour construire ensemble ce pays? On n'est pas en train de stigmatiser nos compatriotes de Bantais, de Tchaourou. Ils n'y sont pour rien, ils sont des victimes, ils sont des otages de nostalgiques du passé qui n'ont pas compris que la première règle de la démocratie, c'est l'alternance. Je l'ai dit, ils veulent reconquérir par les armes un pouvoir qu'ils ont perdu dans les urnes. Et ce que nous leur proposons, c'est d'élaborer un projet politique, une offre alternative pour venir compétir.